bonjour, je suis ravi d'être là. Merci pour l'organisation et l'invitation. Donc je vais vous parler des écrans, sur ce qu'ils font à la compréhension et plus généralement voilà, au fonctionnement cognitif. Je suis désolé, je vais commencer par enfoncer une porte ouverte, parce qu'il y a un certain nombre d'arguments qu'on entend encore un peu trop souvent, qui tendent soit à enterrer le débat, soit à minimiser les données qui sont un peu gênantes, soit carrément à faire passer pour ringarde et anecdotique une masse de données scientifiques qui commence à être conséquente sur le sujet. Donc puisqu'il faut en passer par là, je suis désolé, mais si ça marche, donc oui, tout dépend des usages qu'on fait des écrans. Donc c'est pas une attaque de technophobie aiguë. On va pas revenir à la charrue à bras ni à la roue pascaline. Il est là, paix à son âme. Voilà, si évidemment nos enfants utilisaient leurs outils numériques pour lire Madame Bovary, se renseigner sur la bataille de Valmy et consulter des tutoriels de résolution d'équations du second degré, on ne serait pas là et il n'y aurait absolument aucun problème. Donc la question, c'est pas de savoir ce qu'ils pourraient faire des écrans dans un espèce de monde fantasmatique et idéalisé, un monde lobbyiste le plus souvent. La question, c'est qu'est-ce qu'ils en font vraiment de ces écrans. C'est intéressant. Donc, ce qui est intéressant, là, je vais parler des données d'usage, les usages domestiques. Donc, je ne parlerai pas des écrans à l'école. Ici, c'est hors devoir scolaire, donc on a retiré tout ce qui était à usage académique dans les usages domestiques. Alors, hormis sans doute, avec l'exception notable de la Chine, mais dans tous les grands pays industrialisés, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, on a à peu près des fourchettes d'utilisation qui sont les mêmes. On a une concordance assez remarquable. Et ce qui frappe quand on regarde ces fourchettes, c'est quand même qu'on est dans des usages qui sont assez colossaux. C'est-à-dire sur les enfants les plus jeunes, entre 0 et 8 ans, on frise quasiment les 2h30 par jour. Puis ensuite, on monte à quasiment 5 heures sur les collégiens. Et puis ensuite, sur les lycéens, on est à plus de 7 heures par jour. On parle ici uniquement d'usage récréatif. Je ne sais pas ce que les gens en pensent, mais ça me paraît quand même assez extravagant. Encore une fois, on a les mêmes chiffres un peu partout dans tous les pays. Ce qui est intéressant, c'est de regarder quels sont ces usages. Ne prenez pas peur. Mais ici, le premier usage, je peux vous montrer, mais à droite, le premier usage, c'est la télévision, quel que soit l'âge. Alors, c'est la télévision au sens large, évidemment, pas la télévision de grand-papa dans le salon. C'est la télévision sur mobile, c'est les séries, c'est les films, c'est la télé-réalité, c'est Netflix, c'est le streaming, c'est ce genre de choses, les vidéos. Donc ensuite, après la télévision, le deuxième écran, c'est les jeux vidéo. Et puis à l'adolescence, on voit apparaître les réseaux sociaux, principalement maintenant TikTok, Instagram et ce genre de choses. Et puis on a d'autres activités qui sont ce qu'on appelle supposément des activités de création, c'est-à-dire des blogs, de l'écriture, de la construction de contenus dits artistiques. Vous avez effectivement aussi des activités de lecture. Et puis le dernier bloc en haut, c'est un peu tout le reste, si j'ose dire, qu'ils n'arrivent pas à classer. Donc c'est les achats en ligne, c'est l'utilisation des mails, c'est l'utilisation des GPS. Ce qui est frappant quand même, c'est que en fonction de l'âge, entre les 9/10 et les 3/4, entre les 9/10 et les 3/4 de l'utilisation d'écran se concentre sur la télévision, les jeux vidéo et les réseaux sociaux. On nous fait tout un pataquès sur les usages supposément créatifs, intelligents, qui vont développer tout un tas de compétences. On s'aperçoit, je les ai mis en vert pour qu'on les voit bien, on s'aperçoit que ça représente quand même une part assez marginale du temps d'écran. Et à ce niveau-là, c'est quand même intéressant d'avoir une idée un peu cumulée de ce qui se passe, pour sortir un peu des discours sympathique sur ce genre de choses. Si on fait le cumul de ces temps-là entre 0 et 18 ans, si on prend juste les 3 activités principales, on est à un équivalent de 27 années scolaires. Donc les gamins consacrent 27 années scolaires complètes sur leur enfance à ce genre de choses. Vous pouvez comparer avec la lecture dont alors la lecture pour le plaisir, pas la lecture scolaire, mais la lecture à la maison. Je déclare un conflit d'intérêts, je suis fils de libraire. Mais cela étant dit, vous vous retrouvez quand même avec moins d'une année complète passée à lire sur toute l'enfance, 0,8. Et puis si vous faites le total de ces usages, donc majoritairement récréatifs, on arrive à un équivalent de 32 années scolaires passées sur les écrans. Donc, il ne faut pas s'étonner que ça ait quelque part un petit effet.
Voilà, si on compare, on nous dit mais ils les utilisent beaucoup pour les activités scolaires. Encore une fois, je ne parle pas des écrans à l'école, je parle des écrans à la maison à des fins scolaires, devoirs, travail académique. On s'aperçoit que ça représente des facteurs temporels qui sont quand même relativement modestes, on va le dire gentiment. Et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, il y a une autre façon de voir le problème. Si ces gamins utilisaient les écrans ou utilisaient en grande partie, même pas en majorité, en grande partie, les écrans pour ceux qui présentent de plus positif et de plus intéressant, ce fameux mythe extraordinaire du digital native, vous savez, c'est des mutants, c'est des super informaticiens, c'est des geeks qui sont capables de traiter des tonnes d'informations. Vous l'avez entendu, on nous le sort encore. Donc ce mythe-là serait au moins en partie valide. Il y a énormément d'études académiques qui montrent que ce n'est pas le cas. Il y a aussi des études institutionnelles. Je vous ai pris celles-là parce qu'elles sont plus sympas dans le cadre de cette conférence. Vous avez la Commission européenne qui vous explique que l'un des freins principaux à la numérisation frénétique de nos systèmes scolaires, c'est la faible capacité informatique et la faible compétence numérique des enfants. Il y a eu récemment un rapport de la Cour des comptes qui s'est intéressé au premier confinement. Alors il y en a eu deux, le dernier s'est intéressé au premier confinement, je vous enjoins de le lire. Ils se sont demandé quel avait été l'apport sur l'apprentissage du distanciel et du numérique. Leur conclusion, c'est l'apport a été nul en termes d'apprentissage. Je vous invite à aller voir le rapport. Et l'une des raisons parmi plusieurs, c'est la faible compétence, c'est de la mauvaise maîtrise des compétences numériques de base, avec des gamins qui ont du mal à maîtriser des choses comme le mail, comme les textes en PDF, comme les logiciels de bureautique standard, etc. Mais évidemment, ils sont tellement bombardés d'un ressac d'informations que, voilà, ils traitent beaucoup d'informations. Enfin, ça, c'est encore un autre aspect du mythe. Il y a plein d'études qui montrent que, là encore, ils ont beaucoup de mal à comprendre ces informations. Je vais vous sortir, il y a une étude qui me paraît particulièrement intéressante, c'est une étude de Stanford. Encore une fois, les petits Américains, ils ont le même cerveau que les petits Français. Donc, voilà. Et donc, voilà la conclusion. Donc, ils ont regardé la capacité des gamins à traiter cette information et à traiter sur des tâches quand même assez spécifiques. Globalement, la capacité des jeunes à raisonner sur les informations trouvées sur Internet peut se résumer en un mot lugubre. Voilà, ils ont présenté des tâches dont ils pensaient qu'elles étaient trop simples, ils se sont aperçus qu'elles étaient infiniment trop compliquées. Voilà, les études montrent, dont celle-là, que c'est pas juste un problème de quelques recettes d'éducation aux médias. Ces gamins n'arrivent pas à traiter l'information parce qu'il y a un problème de culture générale, il y a un problème de connaissance, parce que pour traiter de l'information, il faut un certain nombre de savoirs, il faut des savoirs, ce qu'on appelait avant, de mon temps, il paraît que c'est dépassé une culture générale. Et tant que vous n'avez pas ce recul, ces informations, ces savoirs, ces connaissances, ben c'est très difficile de traiter ces informations. Donc c'est ce que ça nous montre, et la conclusion de cette étude de Stanford, c'est que nos gamins ont tellement de mal à traiter ces informations, ils ont tellement de déficits dans ces domaines-là, que ça en devient un danger, c'est leur mot, pour nos démocraties. Je vous laisse méditer. Mais eux, ils ont eu Trump juste après l'élection. Bon, peu importe. Pas nous. Alors, voilà. Il y a un deuxième truc qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe quand on leur donne un certain nombre de ces outils. Je commençais par les tablettes, je vous en montrerai d'autres après. C'est-à-dire que si on leur donne ces outils, qu'est-ce qu'ils en font? Il y a des programmes de distribution de tablettes. Ça fait 25 ans qu'on a des programmes de distribution de tablettes. Voilà, comme l'a dit notre cher président, ça a coûté un pognon de dingue. Et les résultats oscillent entre, comme nous le dit la Cour des comptes dans son avant-dernier rapport, entre on a dépensé un pognon de dingue absolument pour rien. Ça, c'est la version positive. Un certain nombre d'études qui sont maintenant majoritaires, on a dépensé un pognon de dingue et en plus, les résultats scolaires des gamins ont diminué. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Il y a un programme qui est particulièrement emblématique, qui est le programme qui s'appelle One Laptop Per Child, mais qui est représentatif de tous les autres. On a pris des enfants défavorisés et on a dit que la seule chose qu'il fallait leur filer, c'était pas des enseignants, évidemment, c'était des ordinateurs d'abord, puis des tablettes ensuite. Donc ça s'est fait, y compris dans des pays en développement, mais aussi dans des pays dits développés. Je vais y revenir. Donc évidemment, les médias ils sont chauds. Hein. Les médias, ils nous expliquaient qu'apprendre à lire sans prof, par exemple, les petits Éthiopiens y arrivent, ils nous apprenaient que ces petits Éthiopiens, ils étaient extraordinaires, on leur filait une tablette, et ils apprenaient mieux à lire que les petits Américains quand ils avaient un professeur. Donc les professeurs, vous pouvez les renvoyer ces ringards. C'est sans doute pour ça qu'on les a mis à la maternelle, les tablettes. Voilà. Mais bon. Et donc, en fait, les études sont arrivées, les études ensuite effectives sont arrivées parce que ça a coûté cher et les études ont montré, c'est une étude en Catalogne, c'est la dernière sortie, la Catalogne, c'est pas très loin de chez nous.
Et donc les études montrent qu'on a, je suis désolé, pas de pointeur, mais on a une baisse des résultats, scolaires dans tous les domaines. Donc c'est une baisse qui est de l'ordre de 4 à 6%. Ça paraît peut-être pas beaucoup. Cela étant dit, pour des tablettes qui étaient, des outils numériques qui étaient supposés être inviolables et saturés de programmes éducatifs, et pour un truc qui a coûté globalement plusieurs centaines de millions de dollars, c'est quand même un résultat qui mériterait qu'on s'y arrête. Et d'autres études ont montré, toujours dans le même domaine, ont confirmé que voilà, quand vous filez des ordinateurs, quand vous filez des outils numériques à ces gamins, ils ne vont pas les utiliser pour faire ce pourquoi vous voudriez qu'ils les utilisent, donc ils ne vont pas se tourner vers les usages. Et encore une fois, j'insiste, parce qu'il faut insister, vers les usages potentiellement positifs du numérique, personne ne veut l'éradication de ces trucs. Non, mais je l'ai dit. Bref, mais ils vont se principalement concentrer leurs usages voilà, sur les jeux vidéo, la télévision, la musique, etc. Des résultats qui montrent des impacts négatifs des écrans sur la réussite scolaire. Il y en a des wagons dans tous les domaines. Une méta-analyse, pour ceux qui ne connaissent pas une méta-analyse, c'est une étude qui ne s'intéresse pas aux recherches individuelles. C'est une étude qui prend l'ensemble des données, qui les agrège dans une espèce d'énorme étude, qui regarde s'il y a un effet, qui regarde dans quel sens l'effet opère. Donc il y a pas mal de méta-analyses sur le sujet. Je vous ai pris les trois activités et usages principaux de nos progénitures sur les écrans. Voilà, donc ici, on ne voit pas bien, je suis désolé, mais donc cette méta-analyse, la ligne du milieu, c'est 0, à gauche, c'est les études qui montrent un effet négatif, à droite positif, donc il y a toujours une variabilité, et le grand triangle en bas, c'est l'effet global, dans le losange en bas. Voilà, donc pour la télévision, l'effet est globalement négatif, pour les jeux vidéo, l'effet est globalement négatif, et pour les réseaux sociaux, l'effet est globalement négatif. Alors évidemment, vous pouvez toujours nous sortir un fanfaron pipologue médiatique, il y en a, y compris parmi les universitaires. Non, on ne citera pas de nom. Et donc, vous pouvez toujours me sortir l'étude là-haut et dire « Oh oui, mais regardez, c'est super bon pour les résultats scolaires ». Ça, c'est à peu près les gars dans les années 60 qui nous sortaient une étude qui montrait que fumer ne donnait pas le cancer, parce qu'il y en avait quelques-unes, mais la masse des données indique clairement que l'usage de ces écrans-là a un effet négatif sur la réussite scolaire. Ces résultats-là sont sans doute sous-estimés, parce que c'est un peu l'histoire du chat qui se mord la queue, c'est-à-dire que ce que je vais vous montrer, c'est que ces gamins-là, ils ont de plus en plus de mal avec les apprentissages scolaires. Les anglo-saxons, si quelqu'un a une traduction, moi je ne l'ai pas, ils ont ce concept qu'ils appellent school readiness, c'est-à-dire la capacité, quand un gamin arrive à l'école, à absorber les savoirs qui lui sont transmis. Est-ce qu'il est prêt à absorber ces savoirs? Je ne sais pas comment on peut le dire en français. Si quelqu'un y est, je prends. Bref. Et donc, on s'aperçoit que comme ces gamins ont de plus en plus de mal, les attendus, comme on dit maintenant, de l'école ont tendance parfois à baisser un petit peu. Et donc on voit, ce faisant, effectivement, on voit moins les difficultés. Donc, c'est un facteur connu dans la littérature pour sans doute sous-estimer cette adaptation au niveau de l'élève, qui est sans doute normale, mais c'est un facteur qui sans doute sous-estime largement l'effet des écrans sur la réussite scolaire. Alors, si je peux me permettre, c'est pas une surprise qu'on ait ces effets. Le miracle, ça serait qu'on les ait pas, parce que, encore une fois, quand on regarde l'effet des écrans sur un certain nombre de supports essentiels de la réussite scolaire, mais aussi du fonctionnement cognitif général, on s'aperçoit quand même que ça a un effet délétère assez marqué. Voilà. Et donc, c'est ce que je voudrais vous montrer. Je voudrais surtout insister sur des études. Alors, ce que je voudrais faire, c'est vous montrer des études où parce qu'on parle toujours d'excès. Donc, j'ai choisi quelques études en une demi-heure. Je suis désolé, on peut faire un tour que vraiment primaire de la question, mais j'ai pris des études qui avaient des expositions relativement limitées. C'est pas parce que les expositions sont relativement limitées qu'on n'a pas des effets qui sont significatifs et signifiants. C'est ce que je voudrais vous montrer. Alors, il y a plein de facteurs. Un facteur, c'est les devoirs. Ça paraît con, hein, mais filer des outils numériques à un gamin, et le temps qu'il passe à son travail académique, à ses devoirs, va s'effondrer immédiatement. Il y a une étude qui est plutôt sympa, je ne sais pas si on a eu le comité d'éthique en France, mais en tout cas, peu importe, ils l'ont fait aux États-Unis. Vous prenez quelques centaines de gamins, et puis, donc, n'ont pas de niveau socio-économique, classe moyenne plus, des gamins qui n'ont pas de difficultés scolaires, qui n'ont pas de console de jeu, donc les parents sont attentifs au problème, et puis vous les divisez en deux groupes, et le premier groupe, vous leur filez une console au début de l'étude, et le deuxième groupe, vous leur filez la console de jeu pour les remercier à la fin de l'étude, qui dure 4 mois. Et les résultats sont assez étonnants, c'est-à-dire que
Les gamins qui ont reçu la console vont jouer un peu plus que les autres. Bon, les autres, ils doivent jouer sur leur téléphone portable ou autre. La différence, elle n'est pas colossale. Encore une fois, les parents font attention. S'il n'y avait pas de console dans la maison, c'est des gamins d'une dizaine d'années. S'il n'y avait pas de console dans la maison, il y avait sans doute une raison. Donc la différence entre les deux groupes, c'est 30 minutes. Donc, et l'usage du groupe console, c'est 40 minutes. La moitié de ce temps, quasiment, est pris sur les devoirs scolaires. C'est-à-dire qu'immédiatement, quand vous leur filez la console, le temps consacré au travail académique et aux devoirs scolaires, il est diminué quasiment par 2. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez l'effet sur les résultats scolaires, quand on regarde, on a les membres du groupe sans console ont des résultats scolaires qui sont supérieurs dans toutes les matières, bien que ce ne soit pas significatif en maths. Encore une fois, on peut se dire que 5 à 7% pour la compréhension et l'expression écrite, c'est pas beaucoup, mais je vous rappelle qu'on parle d'un différentiel d'usage de 30 minutes, et puis on parle d'un usage sec de 40 minutes, et on parle d'une étude qui a duré 4 mois. Donc 7% sur 4 mois, ça commence à faire quelque chose d'assez significatif. Il y a un deuxième facteur qui est le sommeil. Donc vraiment le sommeil, c'est la colonne vertébrale de notre fonctionnement. Donc, il gère le fonctionnement cognitif, il gère le fonctionnement émotionnel, il va gérer le fonctionnement sanitaire aussi. Et les effets des écrans sur le sommeil sont maintenant clairement établis. Alors, vous avez un effet sur la durée de sommeil, filer des écrans à des gamins et ils vont dormir moins, ils vont dormir insuffisamment. Mais encore une fois, il n'y a pas que ça, il y a la qualité du sommeil aussi. Une étude intéressante, toujours sur les jeux vidéo. On nous en dit beaucoup de bien, donc c'est bien d'avoir quelques études. Et donc, les gamins, vous leur faites apprendre une leçon, ici, une liste de mots. Les gamins apprennent une liste de mots, et puis 1 heure après, ils jouent à un jeu vidéo. Ce jeu vidéo, c'est un jeu vidéo d'action, c'est Mario Kart, en fait. Et puis, entre 2 et 3 heures après, ils vont se coucher, et le lendemain, vous regardez ce qu'ils ont retenu de ce qu'ils ont appris. On s'aperçoit que les gamins qui ont joué aux jeux vidéo, ils ont oublié à peu près la moitié de ce qu'ils ont appris, et les gamins qui n'ont pas joué aux jeux vidéo du groupe contrôle, ils sont à peu près à 20% d'oubli, donc ça fait une différence qui est quand même pas négligeable. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a enregistré l'activité électrique du sommeil. Jouer à Mario Kart, ça vous stresse un peu, même si on n'en est pas conscient. Et quand on regarde l'activité électrique du sommeil, ici on s'aperçoit que notamment ce qu'on appelle la phase de sommeil profond, qui est une phase essentielle dans la mémorisation nocturne, c'est vraiment la phase durant laquelle la mémorisation, et la phase qui est impliquée directement dans la mémorisation, on s'aperçoit qu'on a une atteinte directe à cette phase qui est plus courte en temps relatif, et ça explique au moins pour partie les phénomènes qu'on observe ici sur la mémorisation. Donc jouer 1 heure après les devoirs et puis aller se coucher 2 heures après, ça a un impact sur la mémorisation parce que ça a un impact notamment sur la structure du sommeil. Je voudrais insister sur le fait qu'on a des expériences précoces là-dessus. Il y a des effets, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je veux dire les maths, le français, la compréhension, tout ça, ça vous tombe pas dessus comme l'Esprit Saint sur les apôtres au jour de la Pentecôte. Il y a des choses qui se construisent. Et donc, ici, les gamins font beaucoup ces choses-là. Vous savez, ils mettent les perles de couleur en même temps, ils empilent les petits trucs sur les grands, ils empilent les petits pots sur les grands. Et puis quand ils sont avec leurs parents, on a 4 bonbons, combien ça fait, combien pour toi, combien pour moi. Tout ça, c'est des prérequis essentiels au développement de la pensée mathématique. Je ne sais pas si la didactique des maths, c'est pas mon rôle, mais parce que les mathématiques, la compréhension du nombre, au départ, il faut serrer, il faut être capable de grouper, il faut être capable de hiérarchiser, il faut être capable de faire des groupes, de grouper, de mettre les choses ensemble. Et donc, si vous enlevez tous ces prérequis-là, vous allez avoir quand même quelques problèmes quand il va falloir affronter à l'école les premières leçons sur le nombre. Cette étude-là nous montre qu'on a pris des gamins à 29 mois, et puis on est revenu quand ils étaient au CM2, et qu'ils avaient 10 ans. Encore une fois, les contrôles pour les covariables potentielles sont faits dans les études que je vous présente. Voilà, 1 demi-heure de télévision par jour, et vous effondrez à la maternelle, et vous effondrez d'un peu plus de 20% les compétences mathématiques de l'enfant quand il arrive au CM2. Alors pour ces raisons, mais aussi pour d'autres plus tard. Et encore une fois, ce n'est pas une étude. Ici, c'est une méta-analyse qui montre que l'usage des écrans a un impact fort sur le développement du nombre et les compétences mathématiques. Et si ça vous intéresse, je vous renvoie à la dernière étude de l'ADEPE en 2019, voilà, qui compare les performances de nos gamins en 1987 et maintenant. Et c'est quand même assez réfrigérant. Les gamins les plus fragiles de 1987 sont devenus les enfants moyens de maintenant. Par exemple, nous montre cette étude, et les moyens de 87 sont devenus les cadors de 2017 en maths. Bref.
l'un des grands, j'en ai pour 10-15 minutes. Oui, dans les temps. Donc l'un des grands, l'une des grandes victimes, des écrans, c'est le langage. Voilà, il y a plusieurs. Il y a plein d'études qui le montrent. Voici une étude qui montre qu'à proportion de la consommation d'écran et d'écran récréatifs, les compétences langagières des gamins diminuent. Encore une fois, une méta-analyse qui confirme ça en regroupant toutes les études. Donc, ce qui est intéressant dans l'étude que je vous montre là, la première, c'est que les chercheurs, ils ont regardé non seulement, ils ont montré qu'il y avait un effet sur le langage, mais ça n'intéresse plus personne parce que dans la littérature scientifique, c'est largement établi. Voilà, on sait que l'utilisation des écrans a un effet délétère sur le développement du langage. Et donc, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que les chercheurs ont regardé, il y a une architecture du langage dans le cerveau, et les chercheurs ont regardé l'établissement de cette architecture, et les chercheurs ont pu montrer que il y avait, mais vraiment c'est l'établissement physique, et les chercheurs ont pu montrer que les réseaux du langage, il y avait des anomalies de développement des réseaux du langage, notamment par exemple, on montre cette image, notamment dans la myélinisation des fibres. La myélinisation, c'est ce qui va permettre la transmission notamment de l'influx nerveux, la transmission fine, c'est ce qui va permettre au système de fonctionner comme il faut. Ces altérations-là, on les connaît depuis longtemps, c'est-à-dire que c'est le signe des systèmes qui ne sont pas suffisamment mobilisés et pas suffisamment stimulés. On s'aperçoit ici effectivement qu'on a un effondrement, dès que vous rentrez des écrans dans une maison, vous avez un effondrement des interactions intrafamiliales. Alors par exemple, pour un enfant entre 0 et 2 ans, pour chaque heure d'écran, vous perdez quasiment 1 heure d'interaction. Un peu plus tard, tout à l'heure on parlait, quand les enfants entre 9 et 12 ans, vous perdez quasiment 1 demi-heure. Tout à l'heure on parlait du grand oral, de la capacité à argumenter, de la capacité à mettre en jeu ses connaissances, à acquérir des connaissances. Il y a une transmission intergénérationnelle, il y a tout un tas de choses de culture générale. Et le grand oral, il est là, il est dans les 23 minutes en partie des 9-12 qui sont partis. Donc on transmet pas tout à fait la même chose aux très jeunes enfants et aux autres, mais quand on met à mal ces interactions intrafamiliales, on met à mal un certain nombre d'autres choses. Ce que je voudrais souligner, c'est que c'est vrai de l'utilisation des écrans par les enfants, mais c'est vrai de l'utilisation des écrans par les adultes. Il s'agit de culpabiliser personne, le propos n'est pas là. Mais quand nous, on est sur Netflix ou qu'on est en train de tapoter sur notre portable, les études montrent qu'il y a aussi un effet, évidemment, sur l'ampleur des interactions intrafamiliales et des échanges avec le gamin. Donc c'est une porte à double entrée. Une étude, ça c'est une étude française qui est intéressante, qui montre qu'il y a des moments qui sont des moments spécifiques de ces interactions intrafamiliales. Et si vous touchez ces moments spécifiques, là, cette étude, elle regarde ce qui se passe le matin avant d'envoyer l'école. C'est des enfants entre 3 et 6 ans. Le matin, avant de les envoyer à l'école ou avant de les envoyer à la crèche, ces enfants-là, soit pendant le petit déjeuner, c'est vraiment un moment sympa pour pouvoir causer, échanger, etc. Les enfants qui sont mis devant des écrans à ce moment-là ont 3,5 fois plus de chances d'avoir des retards de langage et de devoir aller se promener un jour chez l'orthophoniste. Voilà. Ensuite, évidemment, je ne vais pas vous apprendre ça, il y a la lecture. Le langage, alors ça c'est des études de contenu, alors faisons vite, le chiffre en gros, plus la barre est élevée, plus le contenu lexical, syntaxique est important et complexe, donc ça ne nous dit pas grand-chose, ça nous dit juste que dans un roman pour adultes, il y a plus de complexité lexicale que dans un livre d'enfants d'école maternelle, mais ce que ça nous dit, il y a un certain nombre d'exemples de corpus audiovisuels de télé, mais c'est des exemples, mais en fait c'est vrai de tous les corpus audiovisuels et télévisuel, vous avez plus de richesse langagière dans un livre de mots rares, de mots complexes, de mots peu hésités, mais qui sont quand même des mots qu'on entend au commun. Voilà, je sais pas, gravitation, bâtisse, sauvageon, tout ça c'est considéré comme des mots un peu rares. Et donc tous ces mots-là sont beaucoup plus présents, par exemple, dans un bouquin d'école maternelle qu'ils ne sont présents dans les corpus audiovisuels et a fortiori dans une discussion du tout venant. Donc, en dehors des bouquins, on peut sûrement acquérir une compétence langagière qui va nous permettre de causer comme ça au quotidien sans problème. Mais le vrai langage, la vraie richesse du langage, elle est dans la lecture. Ici, c'est les données du début, c'est juste pour montrer la différence entre l'usage du temps d'écran et la lecture. Alors, la lecture, ici, c'est quand même une vision très extensive, ça compte tout. La lecture de livres, la lecture de magazines, de bandes dessinées, de mangas, quasiment les blagues sur les papillotes sont rentrées. Et avec tout ça, ils arrivent à nous faire une demi-heure, ce qui est sans comparaison avec le temps de lecture. La lecture a été l'une des grandes victimes, la lecture à la maison, pour le plaisir, a été l'une des grandes victimes. Ici, c'est
une étude qui montre l'évolution depuis la fin des années 70. La fin des années 70, 70% des lycéens lisaient tous les jours ou presque un livre ou un magazine, et maintenant on est péniblement à 15%. Et quand on regarde, on parlait de fluence, quand on regarde la fluence, c'est-à-dire le nombre de mots lus par minute, le gamin moyen des années 1960, il était à peu près à 230, et le gamin moyen de maintenant, il est à peu près à 180, donc y compris dans ces marqueurs précis de la lecture, on a des effets. Et la dernière slide. Je voudrais aussi vous parler, en dehors du langage, désolé, je me dépêche un peu, mais je voudrais vous parler de l'attention. On nous a beaucoup parlé de l'attention. Alors l'attention, tout le monde s'accorde à dire que les écrans ont un effet délétère sur la concentration. Voilà. Sauf, évidemment, vous avez dû l'entendre pour les jeux vidéo. Je crois que c'est l'une des pires arnaques sémantiques et intellectuelles qu'on nous ait servi ces dernières années. Je voudrais juste comparer les deux. Parce que l'attention, il y a une homonymie. L'attention, c'est un mot qui veut dire plusieurs choses. Donc effectivement, quand on lise bien, on peut faire dire n'importe quoi aux mots qui veulent dire plusieurs choses. Voilà. Donc l'attention du jeu vidéo, il faut faire attention au monde extérieur dans le jeu vidéo. Quand vous vous concentrez sur un problème de maths ou sur la lecture, ou que vous vous concentrez sur une tâche cognitive, il faut faire abstraction du monde extérieur. Les jeux vidéo, le mec, il peut sortir partout pour vous flinguer. Donc il faut allumer l'ensemble du champ. Il faut allumer toute la pièce. Donc c'est vraiment une attention diffuse. C'est l'inverse quand vous concentrez sur une tâche cognitive. Il faut éteindre complètement la pièce, c'est n'allumer qu'un point central, voire un petit faisceau focalisé et concentré au milieu. Et puis, troisième différence fondamentale, c'est que la mobilisation intentionnelle sur les jeux vidéo, elle est exogène. C'est sans arrêt le monde extérieur qui vient vous chercher, alors que la mobilisation intentionnelle sur les tâches cognitives, elle est endogène. Et c'est facile de se concentrer sur des trucs qui vous éclatent et qui vous amusent. Voilà. Cela étant dit, les intégrales de Leibniz, la neuroanatomie et un certain nombre d'autres domaines, c'est pas super éclatant. Et à un moment donné, la vraie capacité attentionnelle, c'est celle qui va vous permettre de concentrer vos ressources cérébrales et de vous concentrer littéralement sur des tâches qui sont pas forcément super excitantes. Et le plafond de verre, il est là. Et donc, si on regarde les jeux vidéo, quand on nous dit qu'il y a un transfert des jeux vidéo, c'est ce genre de tâche. Donc je vous fais apparaître soudain un écran avec plein de lettres, et puis je vous demande s'il y a un B ou un D au milieu. Ou alors je vous fais apparaître des ronds qui bougent plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche, et je vous demande si ça bouge plutôt vers la droite ou vers la gauche. Et en fait, ce sont des jeux vidéo très appauvris. Et à partir de ce genre de tâches, et ça n'est que ce genre de tâches, on vient de dire que les jeux vidéo, c'est super bon pour l'attention, et en plus, c'est transférable. Effectivement, quand vous apprenez un jeu vidéo, si après vous vous mettez à jouer à un sous-jeu vidéo, vous aurez un bénéfice. C'est quand même assez génial, hein, franchement. Et donc, ça, c'est une étude qui a comparé la télévision et les jeux vidéo directement. C'est la première, parce qu'au bout d'un moment, les chercheurs, ils en ont eu un peu marre de ce genre de discours. On s'aperçoit, ce qu'ils nous disent dans cette étude, c'est que la télé, on sait que c'est pourri, ça fait longtemps. Quand on compare la télé et les jeux vidéo, c'est sur la concentration, c'est effectivement aussi pourri. Et dans cette étude, ils divisent la population en deux, et ceux qui sont les plus exposés ont 2 fois plus de chances d'avoir des troubles attentionnels que les autres. Ici, une méta-analyse qui confirme, alors ils trouvent qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de différence entre télévision et jeux vidéo. Ils trouvent une corrélation, pour la composante attentionnelle, ils trouvent une corrélation qui est à l'ordre de 0,40, c'est-à-dire que plus les gamins utilisent d'écran, tous écrans confondus, et plus ils ont des difficultés attentionnelles avec une corrélation à 0,40. Et pour ceux à qui ça ne parlerait pas, c'est la même corrélation que celle qui va lier tabagisme actif et cancer du poumon, et j'ai jamais entendu personne me dire que c'était une corrélation négligeable sur laquelle on pouvait s'asseoir. Et le dernier point ici, c'est que si ça vous intéresse, on commence à pouvoir identifier là aussi un certain nombre de causalités. Dans les années 60, on avait identifié dans les crèches, quand les enfants sont soumis vraiment à une situation de bombardement sensoriel intense, des bruits, des passages, des images visuelles, on s'est aperçu que ces enfants avaient des troubles du développement, notamment de l'impulsivité, de la concentration, de l'apprentissage. Quand ces éléments-là de surstimulation sensorielle étaient supprimés, les enfants se développaient beaucoup mieux. Cette étude reprend ces choses-là, reprend cette littérature, mais surtout, depuis quelques années, des études ont été menées extrêmement bien contrôlées chez l'animal. Et comme je vais me dépêcher, je vais vous le dire vite, pour rendre un animal neuneux, la meilleure solution, c'est de lui coller Bob l'éponge pendant son développement. Voilà. En gros, ça se résume à ça. Vous aurez des troubles de l'impulsivité, vous aurez des troubles de l'apprentissage, vous aurez des troubles de l'attention, etc. Et donc, pour conclure, je suis chercheur, c'est pas tous les jours que j'arrive à répondre à une question, mais celle-là, j'y arrive. Ça me fait plaisir d'arriver à répondre à une question une fois dans ma vie.
Et donc, oui, les écrans font écran à tout ce que vous voulez, à la compréhension, à la réussite scolaire, au développement du langage, au développement de la concentration, de la mémorisation, de la construction de l'intelligence, le sommeil, etc. Et la littérature est, de ce point de vue, fondamentalement unanime, et ces données sont quand même relativement consensuelles. Je vous remercie. 20 ans.